Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Aujourd'hui, un numérique pour tous spécial cybersécurité pour mieux comprendre comment les conflits internationaux se jouent également derrière nos ordinateurs. Quelles sont les cybermenaces auxquelles nous sommes exposés? Comment se défendre et quelles armes utilisent les cybercriminels? Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir le vice-président exécutif de la société Orange Cyberdéfense, leader européen de prestations de services en cybersécurité. Avec nous également le cofondateur d'une société spécialisée dans la lutte anti-drone, ces petits engins qui peuvent s'avérer très dangereux. Enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir le cofondateur de l'organisation non gouvernementale Hackers sans frontières. Le numérique pour tous spécial cybersécurité, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous expliquer quelles sont les menaces qui peuvent se jouer derrière nos écrans d'ordinateur ou à travers nos téléphones mobiles. Menaces que l'on appelle des cyberattaques et qui se sont notamment accélérées dans le cadre de la pandémie, dans un contexte de télétravail. Menaces qui n'ont de cesse de se multiplier dans le cadre des tensions internationales actuelles que nous connaissons. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Sellerier. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif technologie et marketing chez Orange Cyberdéfense. Alors, notre émission est dédiée à la cybersécurité et comme j'aime bien commencer par une définition, c'est quoi la cybersécurité, Laurent? La cybersécurité, c'est extrêmement simple. C'est centré sur les données numériques et on va appliquer 3 critères pour les mettre en sécurité. On va d'abord garantir qu'elles sont en confidentialité. Par exemple, que vos données de santé personnelles soient pas divulguées à des personnes qui n'ont pas besoin de les connaître. Deuxième sujet, on va s'assurer qu'elles sont intègres. C'est-à-dire que, par exemple, les données financières de votre entreprise n'ont pas été modifiées à votre insu. Troisième critère qu'on va appliquer, on va s'assurer de la disponibilité de ces données. C'est-à-dire que quand vous en avez besoin, et vous puissiez y accéder. C'est par exemple votre boîte mail, c'est par exemple votre site internet. Alors Laurent, votre marque Orange est bien connue dans l'univers des télécoms. Expliquez-nous concrètement, c'est quoi l'action d'Orange Cyberdéfense? Alors Orange Cyberdéfense, on est concentré pour aider les entreprises à se protéger. On fait ça avec 4 étapes. La première étape, c'est on mesure leur exposition au risque, c'est-à-dire quelles sont les menaces qui pourraient peser sur elles. Quand on est une PME dans l'agroalimentaire, on n'a pas les mêmes types de menaces qu'un cabinet d'avocats ou une entreprise industrielle ou des médias. Deuxième chose, on les protège, on met en place des protections sur leur système numérique. Troisième chose, on surveille, parce que la protection périmétrique ne suffit pas, il faut également détecter en permanence les potentielles attaques. Et enfin, si une attaque a lieu, on réagit. Donc voilà, c'est ces 4 étapes. Mesure d'exposition au risque, protection, détection et réaction. C'est ça qu'on fait pour toutes les entreprises. Alors vous citiez le mot de menace. Concrètement, oui. Que l'on soit un citoyen, que l'on soit une institution ou un patron d'entreprise, comment ce type de menace peut nous concerner? Alors en fait, il y a 4 types de menaces. Le premier type de menace, c'est ce qu'on peut appeler l'atteinte à l'image. C'est-à-dire qu'on va détourner votre marque, on va détourner votre personne numérique. Deuxième type de menace, c'est la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un gain sur vos données. C'est par exemple, on va essayer de vous récupérer des données et en échange, de la rétrocession de ces données, vous allez payer une rançon. Troisième type de menace, c'est l'espionnage. Quatrième, c'est le sabotage. Aujourd'hui, on arrive avec des virus informatiques à stopper des entreprises, à stopper leur production, rien qu'avec de l'informatique. Alors derrière ces crimes, il y a des hackers, ce qu'on appelle les hackers. Oui. Qui sont ces gens? Où sont-ils? On a l'impression qu'ils sont tout aussi virtuels, mais en même temps, ce sont des gens très... Ah non, c'est des vraies personnes. Je vous garantis, c'est des vraies personnes. Et alors, schématiquement, il y a 3 types de hackers. Il y a ce qu'on appelle les activistes, c'est-à-dire les gens qui portent une cause. Ça peut être à l'occasion d'un conflit, on en reparlera, mais ça peut être également sur des revendications sociales ou politiques. Donc il y a les activistes. Il y a également les cybercriminels, eux c'est leur business, de conduire des attaques. Et puis il y a les États. Le champ numérique
est un champ de confrontation entre les États. Alors parfois, je vais être franc, les frontières entre ces trois catégories se mélangent un peu. C'est le brouillard de la guerre, c'est le brouillard du numérique. On ne sait jamais véritablement qui est derrière une attaque. Donc ces crimes, il y a actuellement des crimes qui sont en train de se dérouler dans le conflit que l'on connaît. Vous pourriez nous expliquer l'un d'entre eux, peut-être en restant générique et sans prendre de risques, mais donnez-nous un exemple pour mieux comprendre quelle est la contrepartie et qui sont les acteurs dans ce type d'action. Alors, un bon exemple en ce moment, c'est ce qu'on appelle les attaques par rançongiciel. C'est un groupe de hackers qui va pénétrer dans le système d'information de l'entreprise, qui va aller regarder où sont les informations intéressantes, qui va les sortir, et juste après avoir sorti ces informations, ils vont ce qu'on appelle chiffrer, c'est-à-dire rendre les données indisponibles, et après ils vont commencer à négocier avec la victime. Ils vont lui dire, écoute, si tu payes pas de rançon, non seulement je vais divulguer toutes les informations précieuses que je t'ai piquées, mais en plus, tu ne pourras plus avoir accès à tes données parce que je ne vais pas te donner la clé qui te permet de les récupérer. Alors, est-ce qu'il faut la payer, cette rançon, ou alors est-ce qu'on a des moyens de discuter, et où est-ce que vous intervenez, justement ? Alors nous, on recommande de ne pas payer cette rançon parce que ce n'est pas parce que vous la payez que vous êtes certain d'avoir derrière les clés de déchiffrement. Pour autant, cette décision, elle appartient aux clients. Les clients ont bien conscience qu'en payant la rançon, ils alimentent un système qui va conduire à ce que les hackers continuent, voire réinvestissent pour adapter leur technologie. Néanmoins, on peut comprendre aussi une entreprise qui se retrouve complètement bloquée par une attaque et ces sauvegardes n'ont pas marché. Et là, dans certains cas extrêmes, ils peuvent être amenés à tenter la rançon. D'accord. Il y a des cas actuellement qui sont assez dangereux et que vous êtes en train de désamorcer, ou alors au quotidien, et on a bien vu l'explosion il y a, j'ai envie de dire, 18 mois. Chez Orange Cyberdéfense, on faisait une grosse intervention majeure par mois. L'année dernière, on en a fait une par semaine. Donc c'est vous dire que à mesure qu'il y a de plus en plus de valeur dans le numérique, il y a de plus en plus d'attractivité pour les hackers, et du coup, il y a de plus en plus d'attaques. Et vous avez une recommandation pour se protéger ou pour éviter d'en arriver justement à cette étape de la rançon chez Orange Cyberdéfense ? Ah oui, alors notre premier conseil, c'est la vigilance. Et je crois que, et merci de nous inviter aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, c'est que dans 80% des attaques, à un moment ou à un autre, l'utilisateur a été impliqué. Donc ça veut dire que vous, moi, tous les salariés, toutes les personnes qui nous écoutent, on doit être vigilant pour éviter de cliquer sur le mail qui nous semble un peu frauduleux. On en reçoit beaucoup. Toujours vérifier l'adresse, toujours vérifier l'adresse, effectivement, la manière dont c'est formulé et compagnie. C'est aussi d'éviter d'aller sur des sites internet où on sent dès le début que c'est pas forcément le site officiel. Donc voilà, il y a un vrai devoir de vigilance. Il y a un devoir aussi des salariés d'informer leur responsable informatique s'ils perçoivent quelque chose. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Et puis après, effectivement, tout le reste, c'est plus des sujets de spécialistes, parce qu'il va falloir mettre en place des protections, il va falloir mettre en place de l'authentification un peu plus robuste, il va falloir mettre en place des politiques de filtrage. Donc il y a énormément d'aspects techniques, mais voilà, déjà, si on arrive à avoir la communauté d'utilisateurs du numérique extrêmement vigilants, je pense qu'on réduira considérablement le niveau d'exposition. Et il est important de dire que ce soit les individus au sein des entreprises ou les gens à leur domicile, il est hyper important de regarder la source de ces emails et de ne pas faire n'importe quoi parce qu'on peut être tous concernés. Exactement. On a des échéances qui sont significatives, Laurent, avec les Jeux Olympiques, avec des grands matchs, avec des élections. Est-ce que ces échéances peuvent être aussi des zones de risque ? Et avez-vous commencé à y travailler ? Alors clairement, oui, c'est des zones de risque. C'est des zones de risque parce que en l'espace de quelques semaines, il va y avoir une très grande attention médiatique mondiale sur ces événements. Et donc ça incite notamment des activistes, mais aussi des gens, potentiellement des États, à saisir cette opportunité pour se mettre en valeur, pour porter leur cause. Et donc, effectivement, c'est des moments particulièrement vigilants, même s'il y a de significatives différences entre une élection et les Jeux Olympiques. Mais voilà, c'est des moments un peu de tension.
ou sur lesquels il faut une grande vigilance. Merci beaucoup Laurent pour cet éclairage et ces précieux conseils pour anticiper des crises qui nous concernent quelque part tous. Restez avec nous, dans un instant on va justement découvrir à quel point l'usage des drones, ces engins de loisirs volants, peuvent s'avérer être de véritables menaces. Avec nous également une équipe de hackers, mais justifiés, des justiciers de notre sécurité qui sont en présent en tout point de la planète pour nous protéger contre les cyberattaques. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant avec nos invités pour en parler. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique contribue à réinventer nos vies. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial cybersécurité. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Georges. Eric, bonjour. Vous êtes cofondateur de la société Roboost. C'est une société que vous avez fondée avec votre partenaire Simon Hayek, qui est lui-même fondateur du groupe de sécurité Biblos. Et Roboost est une société qui œuvre dans le domaine de la défense et plus particulièrement dans le secteur de la lutte anti-drone. Eric, expliquez-nous concrètement le métier de Roboost. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Le métier de Roboost, en fait, c'est d'assurer la protection de sites sensibles. Donc, pour ce faire, on utilise des moyens de communication cryptés protégés. Ça rentre dans le cadre de la discussion précédente. Il y a également toute la partie système robotique. Donc, très clairement, des drones, des robots terrestres et effectivement également des systèmes anti-drones puisque c'est une menace très claire aujourd'hui. Alors on en parlait, l'attaque par drone devient une menace de plus en plus grandissante, mais comment ces petits objets sont devenus des engins dangereux? Dites-nous tout. Très clairement, si le déploiement des drones a eu son importance, c'est parce qu'il y a de multiples applications civiles mais également militaires qui peuvent permettre d'utiliser ces outils. Et là, manque de chance, entre guillemets, ces moyens peuvent être également détournés pour avoir des actions illicites. Donc, il y a des choses qui sont quand même assez connues et qui ont été médiatisées. C'est typiquement le survol de sites emblématiques comme l'Élysée, comme le Sénat. Donc ça, c'est pour marquer les gens, marquer l'esprit. Il y a tout ce qui est dépôt de colis. Donc là, typiquement, il y a les dépôts de colis, des armes, de la drogue au-dessus de nos prisons. Mais dans certains pays, il y a beaucoup de trafic entre les frontières. Naturellement, il y a nos forces, quand elles sont en opération extérieure, qui sont face à cette menace, puisque typiquement, l'entité Daesh a utilisé beaucoup de drones pour attaquer nos soldats. Et puis après, vous avez tout ce qui est facteur de risque lié aux drones, entre autres par rapport au transport, surtout les transports aériens. Et puis après, il y a toutes les perturbations dans la vie civile des gens, de l'espionnage des entreprises, de l'espionnage des gens entre eux-mêmes, et puis également tout ce qui est interruption d'événements sportifs et intervention dans ce cadre-là. Alors Eric, vous évoquiez plusieurs types de sites qui peuvent être des sites menacés. Vous pourriez nous expliquer comment un drone peut attaquer et comment vous pouvez l'intercepter? C'est quoi les différentes étapes que vous devez respecter à partir du moment où vous avez détecté la menace? Déjà, il faut effectivement être capable de détecter qu'il y a un drone qui est en train de voler dans votre secteur. Donc, pour ce faire, on utilise différents types de technologies. On utilise de l'acoustique, donc ça revient à dire qu'on utilise des matériaux numériques, mais pour écouter si on entend un drone dans notre environnement. On utilise des systèmes optiques, donc typiquement des caméras visibles, mais également infrarouges, donc pour voir de jour comme de nuit. Ensuite, il y a une technologie que les gens connaissent, c'est les radars. Donc là, les radars, il a fallu naturellement les adapter puisqu'ils étaient plutôt prévus pour détecter des vrais aéronefs, donc des vrais avions, des vrais hélicoptères. Là, on cherche de tout petits objets, donc ils ont été adaptés pour ce faire. Et ensuite, il y a une technologie que j'aime beaucoup, c'est la détection et l'écoute des radiofréquences. Donc en gros, on est capable de détecter le lien entre le télépilote illicite et son drone. Alors ça, c'est une techno qui est intéressante parce qu'on détecte à la fois le drone, mais également le pilote. Donc, si on cherche à appréhender le pilote qui fait son vol illicite, cette information est importante. Une fois qu'on a fait cette détection et s'il y a vraiment une menace, dans ce cas-là, on passe donc effectivement à la neutralisation. Donc, ce qu'on utilise, il n'y a pas tant de technologie que ça finalement. La première, c'est du brouillage. Donc, typiquement, là, en brouillant, on écrase le signal entre le télépilote et son drone. Et du coup, le drone, c'est un réflexe automatique dans les systèmes drones. Le drone, ayant perdu sa liaison, retourne se poser à son point de départ. Chez son utilisateur, effectivement. Voilà. Après, puisqu'on est dans la partie hacking, on a développé une technologie qui est elle, pertinente. C'est-à-dire que là, on hack directement la liaison entre le drone
et le pilote. Et en fait, c'est nous qui commençons à piloter le drone, donc on est capable de le renvoyer de nous-mêmes, se poser à son point de départ. Voire avec d'autres techniques, on sait neutraliser sélectivement les drones en attaquant en fait leur saut de fréquence. Donc si avec ces moyens-là, on n'arrive pas à stopper le drone, derrière on utilise des technologies laser. Donc le laser est intéressant parce qu'on aveugle le drone. Donc typiquement le pilote, s'il pilotait à vue, il ne voit plus du tout sa cible, donc il est perdu, donc il rentre à la maison. S'il continue, il cherche à poursuivre, là on monte la puissance du laser, à ce moment-là on chauffe le drone, donc il se met à plus très bien fonctionner, puis si les gens insistent, là, on va encore plus fort et donc là, on fond carrément la coque du drone et on détruit les équipements à l'intérieur. Et enfin, si jamais par malchance, le drone réussit à passer aussi face à ce moyen, l'outil ultime, c'est des systèmes micro-ondes qui, là, eux, attaquent directement l'électronique du drone et le stoppent ainsi. Voilà, avec ce que vous nous racontez, on n'est pas forcément dans la science-fiction. Hein. Vous pourriez nous donner un exemple générique, peut-être sans citer de nom, mais de drones que vous avez désamorcés et qui sont passés pas loin de nos têtes. Oui, enfin, comme tout à l'heure, il était évoqué le fait qu'il est très utile et très important également de faire de la prévention. Donc là, typiquement, nos forces étatiques, il y a quelques années, par prévention, ont su qu'un groupe d'individus avait planifié un vol autour de la Tour Eiffel en traînant un drapeau de Daesh. Et en fait, ils ont réussi à arrêter ces gens-là avant qu'ils fassent le vol, qui aurait mis un certain émoi, je pense. Merci beaucoup. Et là aussi, je vais vous poser la question, Eric, des événements qui approchent, qui vont réunir des foules, hein, les matchs, les Olympiques. Vous êtes déjà en train de travailler à la préparation ou à la protection des sites. Comment ça se passe chez Robust ? Typiquement, les gens qui pilotent ces actions-là, c'est le SGDSN, donc typiquement le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, mais également le ministère des Armées. Donc en fait, ils vont effectivement utiliser tous les prochains événements pour mobiliser les industriels spécialisés dans la lutte anti-drone pour que l'on déploie nos systèmes. Donc au début sur des événements mineurs, mais pour s'entraîner quelque part. Ensuite, il y aura la Coupe du Monde de rugby, puis naturellement les Jeux Olympiques de 2024. Ça, c'est clair. Et vous y travaillez déjà d'arrache-pied avec tous vos partenaires. On y travaille déjà d'arrache-pied, tout à fait. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir fait rentrer dans les coulisses du monde de la défense. C'est pas tous les jours qu'on a accès à cet environnement. Et merci de nous avoir rassurés. Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Karim Lamouri. Donc Karim, bonjour. Vous êtes le cofondateur de la première organisation non gouvernementale, donc ONG, de cybersécurité, intitulée Hackers sans frontières. Donc, quelle est votre mission, Karim, avec cette ONG ? Bonne question. C'est une très bonne question. Notre mission, elle est vaste. Je crois que c'est parti d'un constat clair qu'il y avait une menace sans équivoque qui frappe tout le monde, les particuliers, les entreprises, mais aussi les associations. Et on a vu que les associations n'étaient pas toutes dimensionnées, capées pour se protéger, parfois par manque de finances, parfois par manque de ressources. Donc se protéger d'une cyberattaque. Hein, voilà. Se protéger d'une cyberattaque, absolument. Donc on s'est dit tiens, au lieu de faire la guerre, parce qu'on a les compétences pour faire la guerre, on va essayer de faire la paix et apporter la paix par la protection, en protégeant ces dites associations. Mais pas seulement, le scope s'élargit au fur et à mesure qu'on avance, mais c'est quand même à l'origine une association, et même à l'origine un collectif. On était 4, aujourd'hui on est 300, et d'ici la fin d'année on ambitionne d'être 3000. Oui, parce que vous avez ouvert il y a 1 mois et demi à peu près, et donc les candidatures, si on peut l'appeler comme ça, ont afflué pour contribuer à une forme de paix, donc des hackers, mais des hackers bienveillants, on va dire, pour aider. Et pas que. Et alors, éthiques, ce sont des hackers éthiques, ouais. On insiste. Il y a des hackers avec des passifs très pacifistes et non belliqueux. Il faut le souligner. Alors, hackers white hat et black hat, donc les gentils et les méchants. Pour nos auditeurs, les gentils et les méchants. Les chapeaux blancs, les chapeaux noirs. D'accord. Mais pas que. On a des gens qui viennent d'un peu partout de la société civile. Hein. C'est vrai que ça représente à peu près toutes les CSP. Et on a le technicien helpdesk, on a des comptables, mais des gens qui sont passionnés de cybersécurité et globalement d'informatique. Et on a parmi aussi de grosses pointures dans 25 pays. Alors c'est pas simplement que des Français. Je rappelle que l'association, enfin l'ONG, est une ONG suisse basée à Genève. Et d'ailleurs, j'en profite pour appeler tout le monde à nous rejoindre et ramener vos compétences. Alors l'appel est fait. Qui protégez-vous ? Ça c'est important. Qui protégez-vous ? Alors c'est un peu dans la définition et dans même le goal.
j'ai pas le mot, mais absolument. L'objectif initial de la création de cette association, merci, j'ai un collègue qui est un expert de la cybersécurité. Très bon, c'est un expert forcément. On protège, je dirais globalement, la veuve et l'orphelin, ceux qui ne peuvent pas répondre par eux-mêmes à une attaque ou à un danger imminent dans ce qu'on appelle le cyberespace. Clairement, pour vulgariser le propos, c'est Internet, mais Internet, c'est très large. Et l'Internet, c'est l'Internet des réseaux sociaux, c'est l'Internet d'entreprise, c'est l'Internet qu'on utilise à la maison. Mais clairement, notre target initial, c'est quand même les ONG, ceux qui sont dans l'humanitaire, ceux qui apportent leur aide sur le terrain. Et ils ont besoin aussi d'une assistance, d'un bouclier. Et parfois, leur solution, intrinsèquement, ne suffit pas. Donc des institutions qui ont des données sensibles, effectivement, et qui font l'objet d'un intérêt pour les hackers. On parle beaucoup de cyberdéfense avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais en fait, cette guerre, elle n'a pas commencé depuis que la guerre a été déclarée. Elle a commencé beaucoup plus tôt sur nos ordinateurs. Vous la datez à partir de quand, à peu près? Je dirais que le mot guerre doit se définir aussi. Il y a les guerres concrètes, celles qu'on voit avec des fusils, des chars, des tanks, des avions. Et il y a aussi ce qu'on appelle la guerre froide. C'est des pays qui se regardent du coin de l'œil, qui s'observent, qui s'analysent, qui s'espionnent. Et la guerre sur Internet, elle a commencé, je ne vais pas dire depuis le début de l'Internet, mais je dirais depuis à peu près 2004-2005, où les groupes de renseignement se sont dotés d'armes incroyablement tactiques, des technologies très avancées, codées, chacun dans leur propre pays, parfois dans leur propre langue, pour éviter que d'autres puissent lire ou adapter les programmes. Typiquement, on peut parler des grands pays tels que la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre, les États-Unis naturellement, qui surplombent aussi la discipline, Israël, des pays avec des avances technologiques considérables. Justement, vous pourriez nous partager certains cybercrimes que vous avez observés récemment depuis ces 2 dernières semaines? Des cybercrimes, des cyberattaques, c'est très large. On peut voir des usurpations d'identité dans les réseaux sociaux, donc ça concerne les individus, mais ça peut concerner aussi des chaînes. On a vu un plantage en direct sur C8. Il n'y a pas eu d'investigation encore très claire ni de revendication, mais on voit bien que simultanément, quand vous avez Spotify, Discord, des grands logiciels et des mastodontes du monde numérique et digital qui se mettent à dysfonctionner. C'est la semaine dernière, ça, ouais. Effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté. Ensuite, nous, on analyse ce qu'on récupère dans les différents forums et autres réseaux sociaux spécialisés dans lesquels on récupère des fichiers qui nous en disent beaucoup. Ok, donc tout à l'heure, Laurent évoquait effectivement des groupes de criminels à travers la planète. Vous êtes confrontés aux mêmes entités, vous arrivez à avoir une cartographie internationale des grands groupes de cyberhacking. Je dirais que ces grands groupes ces ransom gangs qui sont bien organisés, ils tournent vraiment comme des entreprises, avec un service compta, avec limite un accueil, vous voulez un café, c'est assez bien organisé. Pour le coup, ils s'attaquent un peu à tout le monde en fait. Quand on scanne très large et on attaque finalement là où on peut rentrer. Et ça peut être une association et ça peut être aussi une organisation à caractère humanitaire. Et nous, on intervient dans ce champ-là. Pour le coup, il y a des entreprises spécialisées ensuite qui vont aider les entreprises. Nous, pour le coup, c'est pas dans notre scope et on a des collègues qui s'en occupent très bien. Karim, un conseil, une posture pour conclure cet entretien, la posture à adopter justement avec la consommation de nos emails, de nos ordinateurs, un conseil rassurant. Je dirais que il faut mettre les pieds là où on a pied, éviter d'utiliser ce qu'on ne connaît pas, demander une assistance, se renseigner avant d'installer des applications et éviter de prendre part. Et pour le coup, on met en alerte on est en France, donc on va parler à nos compatriotes français, mais éviter de prendre part à un conflit qui nous dépasse. On avait prévenu sur une chaîne de télévision il y a encore une semaine et ça s'est avéré vrai. Il ne faut pas prendre part particulièrement quand on sous-estime la partie belligérante en face. Donc les belliqueux sont parfois plus forts. Et là, ça s'est avéré. Il y a eu une fuite de données qui concerne 800 personnes. Et dans le lot, il me semble qu'on a trouvé des ressortissants français. Donc faites attention. Rester à sa place et faire attention. Merci beaucoup, Karim. Je rappelle Hackers sans frontières, donc ce qui donne Hackers Without Borders, et votre site internet hwb.ngo si on veut effectivement contribuer. Laurent, le mot de la fin, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on a généré nos propres monstres avec cet internet, ou alors les criminels s'adaptent à n'importe quel environnement et puis internet en est un comme un autre?
Oui, je crois qu'en fait, malheureusement, l'histoire de l'humanité montre que la confrontation est permanente. Et là, c'est juste un espace complémentaire de l'espace déjà physique, aérien, maritime. Là, il y a l'espace numérique. Plus on met de valeur dedans, plus il va falloir le protéger. C'est absolument certain que aujourd'hui, la sécurité de cet espace n'est pas au niveau des enjeux qu'il porte. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos sociétés ne vivent plus en numérique. Elles ne sont pas encore suffisamment protégées face à ce risque cyber. Merci beaucoup Laurent, merci à tous nos invités. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Gicquel dans La France à découvrir. Prenez soin de vous, une très bonne fin de semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.